à tous. La littérature du 19e, voire du 20e siècle, a souvent décrit les Bretons comme un peuple austère et très religieux. Il est clair que cette période puritaine, qui s'accompagne d'une baisse des droits des femmes et de l'appauvrissement de la population, n'a guère été favorable à l'érotisme. Mais les Bretons, dans leur quotidien, ont tout de même trouvé quelques moyens pour contourner les règles. L'habit ne fait pas le moine. Robe, châle, tablier, ruban, chapeau, le costume traditionnel s'avère une véritable carte d'identité. Il raconte l'origine géographique d'un individu, mais aussi sa situation économique, sociale, matrimoniale et parfois sentimentale. Ainsi, le vêtement peut transporter des codes amoureux. Dans le pays bigoudin, ce sont les coiffes des femmes qui en disent long. Par exemple, une veuve de nouveau prête à se remarier le fait comprendre en arborant sur la tête une certaine dentelle. Quant à ces hautes coiffes bigoudaines, elles ont aussi leur utilité. On s'est rendu compte que la coiffe avait énormément grandi, augmenté entre 1914 et 1918. On a émis l'hypothèse de se dire que les femmes, elles étaient peut-être quand même à l'affût potentiellement d'un mari et qu'elles ont fait de la surenchère en termes de broderie et qu'elles se sont brodées des coiffes de plus en plus grandes, de plus en plus grandes, de plus en plus grandes, mais beaucoup plus qu'elles ne le s'étaient permis auparavant. Pour trouver un homme, en fait. Ouais, c'était prévu pour se démarquer. Et d'ailleurs, à mesure que les coiffes s'élèvent, les jupes raccourcissent. Mais ne nous leurrons pas. Au XIXe siècle, la Bretagne est souvent pauvre et l'érotisme vestimentaire reste l'apanage des gens plus riches. Excusez-moi du mot, mais si la femme se faisait trousser, c'était rapide. Hein. Elle n'avait pas enlevé le côté érotisme du déshabillage, tout ça se faisait pas. C'était dans la paille, voilà. C'était brut. C'était plus pour la haute société, quoi, l'érotisme, Oui, en fait. L'érotisme, oui. Les pantis, les culottes fendues n'appartenaient qu'à un rang social élevé. On voit d'ailleurs sur les gravures des femmes en costume traditionnel qui retroussent leurs robes, leurs jupes, pour montrer le côté féminin. Le côté féminin, voilà. Et oui, plus facile d'être séduisante avec un peu d'argent. Mais n'oublions pas que sous ces beaux costumes, même les jeunes filles aisées restaient avant tout un bien dont il fallait afficher la valeur pour attirer le meilleur parti. Un début de vie conjugale peu propice à l'épanouissement érotique. Comme le vêtement, la langue d'un peuple peut en dire long sur ses coutumes. Martial Ménard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes linguiste et vous avez écrit le dictionnaire érotique du breton. Qu'est-ce que ce livre répertorie ? Les mots et les expressions qui ont trait au sexe en breton de la fin du XVe siècle à nos jours. Est-ce que vous avez trouvé des expressions assez, je dirais, savoureuses ? Les deux qui m'ont bien plu, qui m'ont servi pour faire le titre de l'ouvrage, c'est la grande clé du petit paradis. Ce sont deux expressions qui ont été recueillies dans le pays bigoudin. La grande clé désignant métaphoriquement le sexe masculin et le petit paradis désignant tout aussi métaphoriquement le sexe féminin. Est-ce que cette langue est aussi riche que le français ? Je peux vous dire que aussi bien pour le sexe masculin que pour le sexe féminin, j'ai bien dû trouver au moins une centaine de vocables pour chacun des deux. Notamment pour les femmes, il y a une spécificité qui tient au monde marin, c'est que certaines parties du bateau servent à la dénomination des seins et des fesses. Et pour ce qui est du sexe féminin, alors là, pratiquement tous les noms de coquillages peuvent servir en breton. Alors qu'en français, je ne connais que le nom de moule qui puisse servir dans ce domaine-là. Est-ce que le breton est une langue érotique ? Oui, il suffit au bonheur de tout le monde, s'il veut s'exprimer d'une manière grivoise, polie, grossière, plaisante, humoristique. Tous les domaines de langue existent, tous les registres de langue existent dans ce domaine en breton, comme dans toutes les langues. Et qu'est-ce que vous en déduisez ? Je m'inscris complètement en faux contre ce terme de puritanisme breton. Les Bretons ne sont pas plus puritains que les autres, ils ne sont pas moins non plus d'ailleurs. Il y a eu des époques où on l'était plus que d'autres, mais on suit en cela ce qui s'est passé un petit peu partout en Europe. On n'a rien à envier aux Français, en fait. Absolument pas.
Non, même si eux se font passer pour les épées du plumeur. Martial Ménard, merci. Merci. Alors il est quand même certain que le rapport au corps s'est longtemps vécu différemment selon que l'on soit riche ou pauvre, jeune ou vieux, citadin ou rural. Voyez ce reportage d'archives. Et oui, nous y étions déjà l'an dernier. Comme chaque année, la guerre a repris à Erdevenne, dans le Morbihan. Un violent corps à corps a opposé hier un commando de 200 habitants de la ville à une trentaine de nudistes de la plage de Kermini. La police a dû intervenir. L'histoire aurait pu être cocasse, seulement on a dénombré tout de même une quinzaine de blessés. Certains habitants, dit-on, étaient armés de gourdins. Vous en feriez, vous, du naturisme, monsieur, sur cette plage? Oui, pourquoi pas. Oh, bah, ce serait joli, toi. Ah, c'est joli. Quoi? On est tous pareils, elle dit. Oh, bah, non. Oh, non, tu vois pas, non, non. Les gens du pays ne peuvent pas venir comme on venait avant. Mais il y a une grande plage quand même ici, non? Oui, d'accord. Enfin, mais justement, on devrait les camoufler, leur mettre, je sais pas, quelque chose pour pas qu'on les voit. Hier à Erdevenne, c'est un modus vivendi instauré par le procureur de la République lui-même qui a été rompu. Celui-ci, l'an dernier, avait en effet autorisé un nudisme partiel. L'évolution des mœurs entraînant celle des lois, on se demande bien ce que le gourdin vient faire dans tout cela. On dit que lorsqu'une jeune fille portait une épingle de pardon, c'est ce genre de broche là qu'on met comme ça voulait dire qu'elle était promise. Ensuite, pendant la cérémonie de son mariage, on lui offrait des boules de pardon pour lui porter chance. Et puis, après les noces, eh bien, on lui offrait plus rien. Enfin, bon, à part que... Bon, voilà, après ça... Quoique, c'était pas toujours un cadeau. C'est petit non plus.